qui fête aujourd'hui ses 81 ans, le 20 mai donc. Et voilà, c'est quelqu'un qui a suivi toute cette péripétie et qui est directement sensible et qui a fait aussi, en étant mon père, la sensibilité que j'incarne. Bref, j'ai envie d'avoir une grande pensée pour lui et je suis tellement heureuse qu'il soit toujours en vie malgré les 2 doses qu'il a dû avoir. Voilà. Joyeux anniversaire! Vient le 2e temps de notre très belle journée. Ce 2e temps, ici, donc on a dit au revoir à Pierre, est consacré à l'après. Évidemment, toujours dans cette dimension, comment dire, on est focalisé sur nos enfants, la condition de l'enfance, et quel avenir pour nos enfants. Donc, l'idée de ce 2e temps, c'est de s'interroger sur ce que l'on va proposer à nos enfants. Quel avenir pour nos enfants à la lumière de ce que nous avons partagé ensemble dans la première étape de l'après-midi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir tracer comme perspective? Moi-même, en tant que pédagogue, j'essaie depuis de longues années de remettre de l'esprit, du cœur, de l'amour. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est le cœur à l'esprit réuni. Et je ne parviens... Au début, je pensais avec ma tête, juste le logos, déconnecté du reste de mon corps, de mon être. Je pensais à côté de la plaque. J'étais déconnectée. Et souvent, en fait, ce que j'éprouve lorsque je baigne dans cet univers philosophique, c'est une espèce de déconnexion. En tant que praticienne de la philosophie, cette reconnexion me semble essentielle. Replonger dans notre être, notre âme, notre corps. Je disais tout à l'heure, je parlais de cet oikia, de ce temple. Nous sommes un temple. Ce temple, ce que nous avons dit préalablement, il s'agit de ne pas le profaner. Ne pas profaner le temple qui est le nôtre. Et ne pas profaner, c'est vraiment ici, on est en dehors du temple, on désacralise le temple de nos enfants, que représentent nos enfants. Ces êtres de lumière dont on a fondamentalement besoin. Ces êtres sont tout à fait particuliers. Aujourd'hui, on parle de toutes ces intelligences qui sont différenciées, ces fameux 10. On en a dans tous les sens, les HPI, les HPE, les dyslexiques, les dyspraxiques, etc. Et en fait, ils sont tous, comme je disais tout à l'heure, tout à fait uniques. Et ce qui est bien, c'est qu'on commence, en fait, en tant que pédagogue, à s'adresser à cette singularité, à parvenir à accoucher cette singularité. La maïotique, c'est l'art de l'accouchement. Maïoën, c'est accoucher. J'accouche de qui tu es. Tu ne sais pas que tu sais. Et tu vas te rendre compte que tu as tout en toi. Viens, je te tends la main. Tout simplement. Et ces enfants ont véritablement besoin de cela parce que, comme on le disait à la pause, ce qu'on constate suite à cette crise sanitaire qui a marqué une espèce de césure, de rupture dans la perspective historique qui est la nôtre, c'est une généralisation de l'apathie. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de jeunes face à moi qui sont apathiques. Ils ont une ablation de la motivation et de la colonne vertébrale. C'est particulier. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors on va regarder Parcoursup, on va s'en occuper, tu vas faire tes lettres de motivation. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors ça c'est le mot qui est plus utilisé au lycée. Donc à partir de... Il faut qu'on fasse un projet post-bac. C'est pas toujours simple. Donc j'ai la chance dans mon établissement de pouvoir animer des ateliers, donc un après-midi complet sur la connaissance de soi.
Et je remercie véritablement la direction du lycée alternatif où j'ai la chance de pouvoir travailler, un lycée hors contrat, qui me confie la connaissance de soi pendant un après-midi complet, le jeudi après-midi, où je cherche effectivement à aider les élèves seconde, première, terminale, à se reconnecter à leur être, à leur soi, à leur moi. Eh bien, c'est une des ouvertures possibles. C'est une des perspectives possibles, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, de travailler aussi sur la déconnexion avec les écrans. Je suis en train de développer des techniques pour parvenir en fait à aider les jeunes à sortir de la gangue, de cette espèce de chrysalide que représentent les écrans. Parce qu'en fait la chrysalide en question est liée à l'apathie que nous pouvons constater. Il y a un lien de cause à effet entre la consommation exacerbée des écrans et ce voile d'ignorance. Il y a un voile en fait qui se crée, un mur entre eux et nous. Et donc on essaye, avec nos petits moyens, de faire tomber ce mur, d'essayer de mettre à côté l'écran. Donc voilà quelques perspectives sur lesquelles on va essayer de rebondir ensemble, si vous le voulez bien. Et s'il nous reste un peu de temps, on va laisser la parole. Si on parle pendant 1 heure, supposons, à 18h30, il m'a été demandé cela. Et à la fin, Roxane viendra parler des mamans louves, si vous êtes d'accord. Ok? On y va? Et honneur. Oui, oui. Ou toi, tu vois. Merci de passer cette question de qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut rester fasciné longtemps face au constat. On peut réitérer le monstre autant qu'on veut, on peut en faire même un terrible ennemi qu'on revalide chaque jour. Les pédiatres disent que le méta-besoin de l'enfant est la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous débarquez avec vos minots chez des gens, et il y a d'autres enfants, ils ne vont pas jouer avec eux, ils restent dans vos pattes. Va jouer avec les copains, vas-y. Ils n'y vont pas. Ils iront quand ils savent où sont les chiottes, quand ils savent comment ils peuvent revenir vous chercher, ils savent à quelle heure on part, etc. Et à partir du moment où vous avez sécurisé quelque chose, un espace, une safe place, disent parfois les psychologues, là, ils osent s'aventurer en dehors. Le monde numérique, les écrans, sont une safe place. Dans un monde qui est désormais gouverné par le terrorisme. La modalité principale de gouvernement aujourd'hui est le terrorisme d'État, en permanence et chaque matin scandé. Il y a le Covid, il n'y a plus d'eau, c'est la guerre, vous allez bouffer des grillons. Ça s'arrête jamais. Jusqu'au grotesque. Vous êtes maintenu dans une peur permanente. Pourquoi? Parce que maintenir quelqu'un dans sa peur permet de prendre le contrôle, permet de lui proposer une nouvelle ritualisation protectrice. Lave-toi les gels hydroalcooliques 250 fois par jour et ça va aller. Mets le masque et ça va aller. Et vous avez vu que nos adolescents, nos jeunes, ont été encore plus sensibles que les autres. Ils ont encore plus mis le masque que n'importe quelle classe d'âge. Sans même qu'on les force réellement. Parce que ça correspondait à une ritualisation protectrice, rassurante, perverse, mais qu'ils n'avaient pas d'autre chose à prendre face à toute cette peur. Et donc une des questions pragmatiques pour moi est d'essayer de rebâtir des ritualisations collectives rassurantes, des safe places dans lesquelles les enfants, puis les adolescents, peuvent trouver un réconfort. Il faut que ces safe places ne soient pas perverses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, dans la littérature enfantine, la plupart des personnages sont désormais des pervers. Le vampire est sympa, est gentil. On ne s'interroge pas pourquoi il dort la tête en bas dans un caveau et qu'il sort que la nuit, et pourquoi il boit le sang des autres. Non, c'est vampirette, elle est chouette. La sorcière a des petits pouvoirs, et moi je serais bien une petite sorcière. Le loup est gentil. L'ogre, bah oui, il mange un peu des enfants, mais enfin, c'est un copain. Mortel Adèle, merci, Mortel Adèle. Mortel Adèle, numéro 1 dans la littérature enfantine, maltraite ses animaux, fabrique des zombies, parle mal à ses parents, et est toute seule. Et c'est ça l'héroïne, la figure d'identification qu'on lui offre. Ok, le méta-besoin de l'enfant est la sécurité. Il faut créer cette safe place et avoir des figures d'attachement.
Ça, c'est le travail d'un Écossais qui s'appelle Paul B, un psychiatre, qui a d'emblée établi l'idée qu'un enfant, il a tout de suite besoin, pour sa survie même, pour habiter le monde, d'une figure d'attachement. Sa maman, son papa. Ça ne peut pas être une figure perverse. Ah si, ça peut. C'est le problème. Parfois, il y a des femmes qui sont battues. Et tout le monde autour dit, bah, mais elle n'a qu'à partir, hein, c'est bon. Puis elle se refait cogner, quoi. Elle est conne, elle n'a qu'à partir. Elle n'y arrive pas. Elle ne peut pas partir. Parfois jusqu'à la mort. Parce que l'autre, qui là-bas, est sa figure d'attachement perverse. Il y a plein de gens qui ont préféré avoir une figure d'attachement perverse, Édouard Philippe, plutôt que rien. Parce que rien, c'est insupportable. Je serai seul au monde, c'est impossible. Et ils en sont venus même à une perversion complète, c'est qu'ils se sont mis à plaindre leur figure d'attachement perverse qui les maltraite. Oh, le pauvre, sa barbe blanche, là, ça a dû être dur et tout ça. C'est le syndrome de Stockholm, ça s'appelle. Puis d'autres ont choisi d'autres figures d'identification. Raoult, tous les mardis, bim. Ça va. Le gars, il est costaud quand même. Ça va. Et tous les mardis, on attend. C'est à quelle heure? Non, je peux encore passer. C'est un petit suspense. Le CSI, tous les jeudis, bim, ça revient. Il y a des gens qui nous ont dit ça, ils m'ont dit, je regarde le CSI, pour moi c'est comme la messe. Explique-moi, je ne comprends pas. Eh ben, j'y vais, je comprends rien, mais ça me fait du bien. Surtout quand Vincent parle. Je le redis, nous sommes des êtres de refrain. Nous avons besoin de moments, d'endroits, de choses qui vont revenir, de répétitions stabilisées qui nous rassurent sur l'état du monde. Et une fois que ces répétitions sont stabilisées, nous pouvons affronter le réel, aller vers dehors. Aujourd'hui, vous avez des gens, y compris dans la résistance, qui revalident le monstre en permanence. Tous les jours, ils cherchent une nouvelle information qui leur font peur. Pourquoi? Parce qu'au fond, si je revalide le monstre, il ne m'a pas encore attaqué. Il est toujours là devant, je le maintiens à distance. Mais je l'ai intégré dans ma ritualisation de la réalité. Je ne pourrai plus l'enlever. Donc il faut que je le revalide tous les jours. Ça correspond finalement à un geste presque autistique. Je vous donne mon interprétation de l'autisme qui vaut ce qu'elle vaut, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, qui est que une bonne partie des autistes ont des terminaisons nerveuses qui sont à fleur de peau, hyper avivées. N'importe quel message lumineux, auditif, de rencontre est une sorte d'agression, parce qu'ils sont tellement à fleur de peau. Et donc ils vont se replier dans un cocon. Ils vont mettre en place des stéréotypies, des gestes qui sont toujours les mêmes. Des écholalies, qui les rassurent, qui leur permettent de se tenir à distance de ce qui leur est imposé de manière extrêmement brutale tout le temps. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde tellement anxiogène, tellement basé sur une gouvernementalité par la peur, que nous tous, nos ritualisations des écolalies, des stéréotypies, nous répétons le même geste. Qu'est-ce que tu fais? Je scroll. Je comprends pas. Ben si, c'est TikTok, je scroll. Bon. Et TikTok me conduit, il m'emmène à la prochaine vidéo, et ça me rassure. Et le monstre, il est là, il est dans TikTok, il n'est pas en moi. Oui, c'est horrible ce que je regarde, mais ça va. Et donc la plupart de nos jeunes, en fait, sont dans un repli autistique, dans un monde numérique extrêmement sombre, parce que c'est là qu'ils ont le moins peur. Une grosse partie de notre travail, à mon sens, est de réinvestir le banal. Le banal au sens médiéval du terme. Le moulin banal, le four banal. C'est ce qui est au milieu du village, en partage, quand nous établissons ensemble les règles, comme un commun. Et nous bâtissons ce recours-là, du four, du moulin, de l'école banale, qui nous permet d'habiter ce village en sécurité. Il y a beaucoup de gens qui sont là, oui, il faut reprendre le pouvoir, l'Ukraine, Poutine, je sais pas quoi. Mais c'est trop compliqué tout ça, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. C'est pas demain, hier ou après-demain. C'est ici et maintenant, entre nous. Nous sommes un prétexte à ce que vous rencontriez. Vous avez compris qui est le monstre. Ça sert à rien de regarder tous les matins les nouvelles griffes, les nouveaux crocs et de rester fasciné. Maintenant, ce qui compte, c'est de regarder les failles dans la cuirasse,
entre les écailles, à quel endroit on peut enfoncer une épée pour défoncer ce monstre. Et une bonne partie va consister à accepter qu'il nous traverse. C'est-à-dire, ce même téléphone portable, est-ce que je peux avoir une pratique, une ascèse vis-à-vis de lui? C'est-à-dire réussir à établir une relation avec ce monstre qui fait que je veux m'en réemparer. Il va être à mon service. Ce sera mon petit dragon perso, avec une laisse. Je ferai une vidéo quand il faut. Il y a des youtubeurs, je finis là-dessus, je vous passe la parole, je suis trop long. Il y a des youtubeurs aujourd'hui, tout le temps ils font des vidéos. Qu'est-ce qu'ils voient sur l'écran quand ils font des vidéos? Ils se voient eux-mêmes. Et il y a des petits cœurs multicolores qui jaillissent à chaque fois qu'il y a un commentaire. Et en disant, ah t'es génial, c'est super ce que tu fais, etc. Et ils regardent ce truc-là, et ils sont, en fait, bon, je l'avais dit dans une conférence, je ne sais pas si en vidéo ça passe, mais il y a un auteur qui a dit ça, nous sommes tous des vieilles putes en train de danser à poil devant un miroir. C'est un peu trash, hein, excusez-moi. Et au fond, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens aujourd'hui, qui se replient là-dedans. Est-ce qu'on peut donner des espaces de créativité, des espaces de beauté, des espaces de philosophie, qu'on arrive à partager collectivement, qui nous rassurent, et une fois qu'on est rassuré, on ose. C'est ce qui se passe dans toutes les pratiques anthropologiques, dans la danse. La danse, il y a un rythme, on danse tous la même chose, on vibre au même rythme, les tam-tam, etc. Et il y a un cercle qui se crée. On est tous en sécurité. Et à un moment, on va convoquer au milieu du cercle l'individu à aller vivre son étincelle individuelle et nous la proposer. Et les masques vont tomber. L'orgueilleux qui va faire du smurf, on va le voir. Celui qui trébuche, on va le voir. C'est dangereux d'aller au milieu. Mais tout le groupe est là pour soutenir, pour aider à ce que l'individu puisse prendre sa place. Je vous raconte une dernière histoire qui peut nous aider peut-être. Un jour, j'ai été en Écosse et j'ai été invité à une soirée traditionnelle. Ça s'appelle les Céilidh. Les Céilidh, c'est de 18h à 21h. Tout le monde boit de la Guinness, peinté, mais c'est 21h, donc on a le temps de se remettre et d'aller bosser le lendemain. C'est bien fait, c'est ritualisé. Il y a un orchestre traditionnel qui joue toujours les mêmes gigues, toujours les mêmes bourrées, etc. Puis je vois qu'il y a les personnes âgées, les enfants qui jouent, les ados, les jeunes, tout le monde est là. Et l'ambiance est super sympa. Et je me dis, tiens, et je vois des jeunes qui se mettent à danser, je dis, oh, comment ils connaissent ça? Je demande à une personne âgée qui me dit, ah mais toutes les danses, on les apprend en cours de gym à l'école. Parce que le but, c'est qu'ils puissent venir au Céilidh et qu'ils n'aient pas peur de danser. Et le Céilidh, c'est là pour qu'ils trouvent leur mari ou leur femme. C'est fait pour. Et on est tous ensemble pour ça. C'est ritualisé et sécurisé pour permettre justement la saillie d'une créativité. Bravo. Alors nous vivons dans un espace soumis à un temps, il y a de la matière, il y a de l'énergie. Alors il faut faire attention à la façon dont les adultes, c'est pas pour culpabiliser, ont un rapport avec l'informatique, le temps. En fin de compte, ce qui nous est proposé, c'est d'être dopé parce qu'on n'est plus adapté à l'environnement, l'information qui circule dans l'environnement, l'infosphère. L'influx d'air bleu, c'est 100 mètres par seconde, 400 km à l'heure. Donc vous pouvez imaginer que si on passe aux ordinateurs quantiques, la vitesse va être tellement fulgurante, un facteur 1 million. Là, je pose une question essentielle, est-ce que j'accepte d'être dominé par la machine ou je me hisse au niveau de la machine? Et donc dans la science-fiction, parce il y avait deux courants, Isaac Asimov, c'était un scientifique, un biochimiste, qui lui pensait que les robots pouvaient être élevés au niveau de l'homme, et puis il y avait Philippe Cadic qui disait non, on va nous rendre robots. Et donc c'est une histoire de timing. Ensuite, qu'est-ce que nous a montré la crise? Eh bien, les gens qui ont la capacité de sortir de leur spécialité, ce qu'on appelle la cyberlittératie, où des gens n'ont pas forcément une formation académique. En parlant pendant la pause, il y a des tas de gens qui ont fait des liens que les spécialistes n'ont pas su faire parce qu'ils s'auto-censurent. Et la critique, elle ne date pas d'aujourd'hui, puisque Georges Bernard Shaw disait « à force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout ». Donc,
nos enfants, ils s'ennuient à l'école. C'est à nous de les reconnecter à des choses qui les intéressent avec un temps lent. Il y avait un anthropologue qui s'appelle Pierre Sansot qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle L'éloge de la lenteur. On est dans un monde qui est une accélération, éternellement accélération. Alors, il y a plein d'initiatives, et il y a une initiative qui est née en Colombie-Britannique, ça s'appelle l'École des loups. Et tout simplement, pour éviter d'avoir des ennuis, les enfants sont scolarisés classiquement, mais 3 jours à 2 jours par semaine, ils sont amenés dans la nature. Et on leur a donné un enseignement qui est proche des enseignements des aborigènes australiens. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vous dire « t'as raison, t'as tort, t'as pas répondu à la question ». L'enfant va découvrir par lui-même. Il doit se reconnecter à la nature, développer l'intuition. Et avec 20 ans de recul, on s'aperçoit que les gens qui ont eu une telle éducation sont stables émotionnellement. Voilà. Alors, autrefois, c'était simple, les choses étaient reliées. On allait dans la nature, on voyait un arbre, on dessinait, c'est l'éducation artistique. Après, on pouvait faire des sciences naturelles, on expliquait la montée de sève, comment ça fonctionne, la photosynthèse. Et puis après, on décrivait ce que l'arbre nous avait fait en tant qu'être humain, soumis à une émotion naturelle, etc. Et c'était lié. C'est tout ce qu'on ne veut plus. On veut territorialiser les gens. Et donc l'objectif, c'est de nous rendre des objets connectables, sans âme, soumis à un timing infernal. Et c'est du darwinisme, c'est tout simplement du darwinisme, puisque Charles Darwin nous dit bien, quand une espèce n'est plus adaptée à l'environnement, elle doit muter pour s'adapter. Et on est un peu piégé par la vitesse. Donc, effectivement, il y a des tas d'études qui ont été menées qui montrent que les enfants, quand ils sont trop sur des tablettes, ils ont du mal à se concentrer. Ils passent d'un sujet à l'autre, ils n'ont plus ce qu'on avait autrefois, c'est-à-dire un entraînement à se concentrer, à réfléchir, à ne pas comprendre immédiatement, à se dépasser. On est dans une espèce de plaisir immédiat. Alors la critique a été faite par Paul Virilio, évidemment, un monde quand on va de plus en plus vite, quelle est la conséquence? C'est l'implosion. Et donc tout est fait pour amener l'implosion. Et dans cette période, ce qui m'a le plus étonné, bon, j'ai des amis hyper diplômés, comme on dit, agrégés, normaux, etc. Et puis il y a monsieur Henri, j'habite près de Lyon, 0 diplôme, même pas le certificat d'études. Il a tout compris. Et j'ai un ami qui enseigne à Sciences Po, il est loin d'avoir le niveau de monsieur Henri, parce que les spécialistes, ils s'auto-censurent. Arrêtons d'emmener nos enfants à l'auto-censure. Il faut une nouvelle pédagogie, il y a tout à reprendre. Évidemment, on a une aberration. Ça me fait penser, il y a la caricature, quand je faisais des études de physique, on avait un enseignant, il connaissait tout sur l'électricité, enfin c'était une encyclopédie, puis les plombs ont pété dans l'amphithéâtre. Il n'a pas su les changer. C'est une curieuse civilisation, vous prenez un universitaire, vous le mettez dans la forêt, en 3 jours il crève. Vous prenez un pygmée, il se débrouille. Parce que les peuples traditionnels, pour eux, la nature, c'est un livre ouvert, il faut savoir le lire. Et ce qui m'avait impressionné, il y avait un pygmée qui était venu à un festival, c'est la première fois qu'il sortait de sa forêt. En une demi-journée, il comprenait mieux notre monde que nous, à la fin, on était là. Mais comment ils fonctionnent, on ne comprenait pas. Ils ont une capacité d'adaptation. Parce que quand on vit dans la nature n'est pas semblable à 2 moments. Donc on doit s'adapter en permanence. L'homme qui vit dans des conditions naturelles est une adaptation, éternellement adaptation. Donc c'est une co-évolution qui doit se faire. Les parents comme les enfants doivent reprendre leur destin en main. Allons vers un monde plus lent. On a le temps d'apprécier les choses. Arrêtons d'être en permanence sur nos tablettes. Arrêtons de prendre l'image comme un Prozac, parce que finalement le Prozac moderne, c'est la tablette. Voilà. Et ça, c'est un premier pas vers un autre monde. N'attendons pas l'homme providentiel, c'est ce que j'appelle le démo-Christ. Le Christ, c'est nous. C'est le corps collectif. Voilà. Oui, il y a une alphabétisation, on l'a vu encore plus pendant le confinement, qui est liée à la virtualisation.
On sait aujourd'hui que ces écrans, ces tablettes, même à vocation éducative, entraînent en fait des problèmes dans les apprentissages, dans les acquis, mais surtout se pose la question de qu'est-ce qui doit être acquis. De quoi un enfant a-t-il besoin, finalement, d'apprendre, ou plutôt de comprendre? Avant tout, il a besoin d'être en interaction, et des interactions sociales, apprendre à vivre, on va dire, ensemble. Et ces tablettes, ces systèmes virtuels, le métaverse ou autre chose, justement, désociabilisent tout simplement les enfants. Et se pose surtout la question et ça j'ai beaucoup aimé Louis quand il a parlé justement quand on nourrit le monstre. Beaucoup de lanceurs d'alerte qu'on retrouve sur les réseaux sociaux nourrissent le monstre. Et ils nourrissent également la stupeur et la terreur finalement des personnes qui les écoutent. Alors bien sûr, ça leur permet de résister, de dire oui, je suis bien résistant parce que j'ai entendu un tel, oui, je sais qu'il y a du graphène, machin, etc. Et ils vont sur des chemins tellement loin, tellement longs, que finalement ils sortent du réel. Et ça on le voit, on le constate depuis au cours de ces 3 ans. Mais après, tout simplement, c'est un peu comme avec le gouvernement, on leur donne le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça veut dire simplement, à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus utile pour sa vie? Pour construire, pour se construire, pour être, voilà, et pour élever ses enfants. Bien, d'abord, peut-être le retour à la terre. Puisque la Terre, en fait, c'est quand même, on vient tous de là, en fait, on habite tous sur la même planète. Et aujourd'hui, les enfants ne savent même pas ce que c'est qu'une plante. Quand on pense que c'est qu'un poisson, beaucoup dessinent des poissons panés, parce qu'ils n'ont jamais vu de poisson de leur vie. Alors, c'est bien sûr lié à l'urbanisation, mais dans le monde rural, où on a justement des forêts, des parcs, des étangs, des lacs, il est inconcevable à un moment donné de penser et de dire que finalement tout ça, ça sera pour plus tard, ou alors on oublie finalement ce qui est essentiel. Un enfant, il a besoin de compter, il a besoin de savoir lire, mais il a aussi surtout, et je pense, à un moment donné, de comprendre comment marche la biosphère, la biodiversité, comment est-ce qu'on plante, comment est-ce qu'une graine germe, comment est-ce qu'on plante des légumes, etc. Et il y a très peu d'écoles finalement qui enseignent le vivant au sens noble du terme. Alors évidemment, après la vraie question, c'est autour de ça se pose la question de l'éducation au sens des programmes scolaires qui ont eu tendance au cours de ces dernières décennies à complètement décimer ces savoirs et ces savoirs qui sont authentiques. Je parle par exemple de la connaissance des plantes. Aujourd'hui, en France, on le voit dans le domaine de la santé, il y a très peu de naturopathes. Enfin, les seuls qui existent, on a tendance à les médecins généralistes bien formés par l'université de médecine, a tendance au contraire à les prendre de haut, alors que finalement dans la nature, moi j'ose penser qu'on a tout déjà pour se soigner. Et ces acquis fondamentaux qui nous appartiennent et qui appartiennent à nos générations d'avant, et je pense par exemple à des peuples qui viennent de très loin, qui vivent en Amazonie ou autre chose. Ils n'ont pas besoin de tablettes, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne une boîte de médicaments, puisque finalement ils ont pris conscience, ils ont gardé conscience qu'ils avaient déjà tout dans leur environnement pour se satisfaire, pour se nourrir, pour se soigner, pour se vêtir, etc. Donc peut-être expliquer à ces enfants que déjà tout le temps qu'ils passent sur un jeu vidéo, c'est du temps perdu. Et perdu au sens strict du terme, puisqu'il n'aura rien appris, il n'aura rien compris. Par contre, en mettant ses mains dans la terre, en observant ce qui l'entoure, déjà il aura compris beaucoup plus de choses. Et je pense que c'est aussi ça le rôle d'un parent.
c'est d'accompagner son enfant à devenir autonome. Pas autonome à savoir utiliser son smartphone, mais autonome à réfléchir par lui-même. Quand on voit le très peu d'universitaires qui ont pris position durant ces 2 ans, on se rend compte, très bien, on se rend compte que c'est largement des personnes qui ont su faire preuve d'esprit critique. On a très peu de collègues qui nous ont soutenus, on a très peu de collègues qui nous ont accompagnés, qui nous ont dit oui, effectivement, je me suis posé des questions. Bon, je ne parle pas de mathématiciens prix Nobel qui, eux, bon, là, ont carrément fermé la boutique, hein, peut-être par des intérêts économiques, plutôt financiers. Mais en tout cas, je pense que le challenge dont je est là, déjà apprendre à son enfant à faire preuve d'esprit critique, à observer le vivant, et puis voilà, pour l'accompagner dans sa vie future. Voilà. Je pense que là, je vais refroidir un peu l'ambiance dont vous parliez à l'avance. J'ai entendu dire beaucoup pendant cette crise que, évidemment, les enfants étaient rendus sur les tablettes, les écrans, etc., et que c'était une catastrophe parce que on avait des études menées par des psychologues, etc., qui ont montré qu'à la fin, finalement, ça rendait bête, finalement, qu'on était... si vous faites l'éducation de votre enfant en essayant de le rendre performant, vous êtes dans l'eugénisme. D'accord ? On n'élève pas les enfants pour qu'ils soient performants, pour qu'ils puissent effectivement avoir une bonne place, pour qu'ils soient plus intelligents que les autres. Si vous faites ça, vous êtes dans l'eugénisme. Et je rappelle un livre extraordinairement raciste qui s'appelait The Bell Curve aux États-Unis, qui disait que les Noirs en fait étaient moins intelligents que les autres. Donc en fait, c'était pas la peine de les éduquer, puisque de toute façon, ils ne sauraient pas entendre cette éducation et que c'était une dépense inutile, puisqu'ils n'étaient pas assez intelligents. Bon. La psychologie, c'est pas du tout la solution pour l'éducation des enfants. La psychologie, comme il dit Franklin, c'est juste une nouvelle norme. Ça vous impose une norme, en fait. Et vous êtes déviant. La psychologie mesure. Moi, je ne mesure pas la performance de mes enfants. Je ne veux pas mesurer la performance des enfants. Oui, je les laisse devant leurs écrans quand ils le font, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas de l'ordre de la mesure. Il faut pas, si vous mesurez les enfants, vous êtes déjà dans la norme, vous êtes déjà dans l'idée que vous allez vouloir les améliorer, que vous allez vouloir éventuellement supprimer qui ne sont pas effectivement. C'est ce que fait l'école tous les jours, elle mesure. Et pourquoi on a inventé le dyslexique, etc., etc. Parce qu'ils étaient en dehors de la norme. Et on a dit il faut des psychologues pour corriger tout ça, etc. C'est pas pour les aider, c'est pour les rendre dans la norme, etc. Donc pour moi, le psychologisme, en fait, il s'est inventé avec Descartes, et c'est la critique de Husserl. Husserl a dit en gros de Descartes, il y a ce dualisme cartésien fantastique, il y a le cogito, et puis il y a le corps. Le corps, c'est la nature, c'est la matière, donc effectivement, ça peut s'étudier de manière scientifique avec des médecins, mais là, non, pas du tout. Et si vous avez un discours scientifique sur la psyché, vous êtes déjà dans un totalitarisme. Et en fait, les psychologues, c'est des personnes qui aujourd'hui veulent prendre le pouvoir sur l'éducation en disant « nous, on sait mieux que vous ». Et on peut vous dire pourquoi vous êtes tout pas dans la norme, et en plus, il le faut vous retirer de vos enfants. Vous êtes une mère toxique, vous êtes quelqu'un qui ne permettra pas à vos enfants de grandir et d'être conformes à ce que nous, on est des enfants. Et donc l'État, depuis pas mal de temps, en fait, veut des enfants normalisés. La question de l'éducation, c'est pas une question de psychologie, c'est pas une question de performance, c'est une question morale. C'est une question qui touche à l'amour, qui touche à la manière avec laquelle on considère nos enfants. Et lutter pour moi contre ce qu'on a fait dans les confinements, au titre que ça rentrait les enfants bêtes, non, c'est pas ça la question. C'est juste qu'on vous a pris votre liberté. Et ça suffit largement pour dire non. C'est pas la peine de dire on a mesuré entre ceux qui sont restés devant les tablettes et ceux qui ne sont pas restés devant les tablettes, on a vu qu'il y a une différence. Si vous faites ça, de toute façon, vous allez éliminer par principe, et vous allez dire d'ailleurs aux parents qui ont des enfants devant leur tablette, mais vous n'avez pas assez de temps de qualité avec eux. Ces enfants, nous vous les prenons, nous les mettons dans des institutions désirables qui, eux, sauront parce que ce sont des professionnels en fait. Et on va professionnaliser l'éducation. On va dire que l'objectif est de faire des enfants effectivement qui sont intelligents, puisque vous n'êtes pas capable, parce que vous n'êtes pas capable de faire en sorte que vos enfants ne soient pas devant les tablettes, parce que vous êtes incapable de leur interdire des chips. Vous acceptez le fait que l'éducation c'est fait pour rendre les enfants performants dans une norme. Mais c'est pas ça. L'éducation elle est morale avant tout, et à mon avis c'est plus une question d'éthique et une question d'amour finalement, qui est complètement anti-scientifique.
Et si vous dites qu'il y a une science de l'éducation, vous accepterez tout théisme de la science, de même qu'on vous a dit qu'il y avait une science de l'épidémiologie qui doit faire en sorte que toute la société doit s'organiser autour de cette science. Donc, à mon avis, et c'est pour ça que Husserl, je crois, est si important, il vous dit qu'il faut lutter contre le psychologisme. Parce que l'idée de faire de l'âme et de faire de la liberté, donc par principe de l'individu, quelque chose qui, au fond, est lié des déterminismes, c'est déjà accepté quelque part le totalitarisme et la dictature. Donc, on n'éduque pas les enfants au nom de la science. On les éduque simplement au nom de la morale. Et c'est pas du tout la même question. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, je ne sais pas comment, sur la question de l'éducation des enfants. Je pense que là, on touche vraiment à l'essentiel. Bon, j'ai été bouleversé par le livre d'Emmanuel, Ne touchez pas nos enfants, et le livre de Vincent, Tout foutre en l'air, et bizarrement, la seule chanson qu'il n'a pas évoquée, c'est celle-là, l'éducation sexuelle. Et moi, c'est vrai que quand, avec tout son support depuis 3 ans, mais la ligne rouge, ça a été Papendiaï. Voilà. Ma priorité, c'est l'éducation sexuelle. Là, je me suis dit, ça sera son droit. Vraiment, ça sera son droit. La seule, et c'est ça le sujet du livre de Vincent, c'est le monde actuel comme ça. Parce que jusqu'ici, avant que des gens occidentaux, ou pour que ça fasse joli, mettons des occidentalisés, commencent à parler d'éducation sexuelle, la seule fois, moi, avec ma culture de l'histoire, où quelqu'un a parlé d'éducation sexuelle, c'est ça. Et là, je fais une sorte d'ellipse, de raccourci, pour revenir à Lacan, qui a une phrase géniale qui veut dire beaucoup de choses, Philippe en parlera mieux que moi. Il n'y a pas de rapport sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de rapport sexuel? Quelque chose d'extrêmement simple, c'est que justement, la sexualité, ça ne s'apprend pas, ou plus exactement, ça s'apprend tout seul. La sexualité est l'expérience humaine par excellence qui ne vous appartient qu'à vous. Si on fait le psychanalyse, par exemple, c'est à cause de ça. Mais la personne avec qui vous viviez depuis 40 ans, avec qui vous avez fait l'amour, un nom invraisemblable 2 fois, pour ça aboutisse 3-4 enfants, aucun, 10, bon, pour détendre l'atmosphère, la personne mâle de toute l'histoire de l'humanité qui a eu le plus d'enfants, ben c'est un prince marocain du XVIIe siècle, il en a eu 900. Bon, c'est le harem, etc. Il voulait même épouser des princesses européennes, etc. Et le record féminin de celle qui a eu le plus d'enfants, accrochez-vous mesdames, 66 enfants. Et une russe du 19e siècle qui n'avait que des triplés. Donc si vous commencez à 12 ans, franchement c'est terminé, vous en avez 66, le compte est bon. 66, hein, pas 666. C'est la simplicité. Cette idée même d'éducation sexuelle, même pour des adultes, est inadmissible. Dans une société qui commence à parler de l'éducation, cette société-là est foutue. Cette société-là est suicidaire. Et c'est absolument pas différent, je conclurai là-dessus, de la question de la technologie, de l'accélération, d'être entouré de tablettes, d'être dans un monde numérique. Bah, ouvrez les yeux, il y a énormément de pays dans le monde où, pour l'instant, il n'y a pas ça, qui resteront pour longtemps des mondes analogiques, qui resteront pour longtemps des mondes très lents, et qui resteront pour des décennies, au moins, et qui resteront pour des siècles absolument étanches, précisément à ce délire occidental et suicidaire actuel. Je donne la raison tout simple. Comme mon nom l'indique, j'ai la double nationalité. Je vais de plus en plus souvent, disons, dans mon pays où j'ai grandi, c'est pas mon pays d'origine, non, double nationalité, je me sens autant français que... Dans ce pays-là, 100 fois plus pauvre, voire 1000 fois plus pauvre qu'ici, il y a des mendiants. Il y a quelques semaines, tous les jours, une petite fille, un petit garçon, je lui faisais une pièce. Comment il réagit? Comment elle réagit? Elle a la banane, il a la banane, ils ont fait leur journée. Ces gamins-là,
je ne dis pas que c'est bien, la mendicité, la pauvreté, etc. Mais ils survivront dans leur écrasante majorité, par rapport à ce que disait Philippe. Ils survivront, ils apprendront à se battre, ils apprendront à se débrouiller. C'est une société dans laquelle la solidarité est beaucoup plus développée que d'autres sociétés occidentales. On revient à la France. Depuis le Covid, on a 1 700 000 enfants et adolescents qui ont des problèmes psychiatriques graves. Qu'est-ce qui va se passer? On va, en plus de l'éducation sexuelle, on va les bourrer de médicaments. Dans leur écrasante majorité, eux, ils n'arriveront pas à se débrouiller. Donc il y a une réflexion politique. Alors, au CSI, je me suis vachement moqué de la gauche, la droite. Maintenant, j'écris ça à gauche, G-O, complexe, CH2. Et droite, bien, dès que vous dites un truc, vous êtes un complotiste d'extrême droite, antisémite, etc. Droite, j'ai écrit ça D-R-O-U-A-T-E, l'extrême droite. Les Gilets jaunes, pour moi, avaient supprimé ça, que le monde politique d'aujourd'hui, on ne peut plus penser en termes de gauche ou de droite. Ce qui déconvient à ces gens qui restent dans les repères gauche-droite, c'est que si vous dites ça, vous leur déplaisez à tous les riches, parce qu'on leur dit quelque part, en ce moment, c'est peut-être mieux de vivre dans un pays pauvre, de manière plus simple, etc. Et la gauche, qui fait toutes ces erreurs politiques avec sa bonne conscience morale depuis 40 ans, parce qu'elle croit toujours avoir raison, il y a une forme de ressentiment. C'est-à-dire, comme nous, on est dans le camp des pauvres, au fond, on veut devenir riche. En tout cas, voilà, on a un ressentiment envers les riches. Et c'est ça qu'il faut voilà, penser aujourd'hui, au-delà de... alors, Agamben a écrit des très beaux livres sur la pauvreté, sur les franciscains, le vrai franciscain, disciple de Saint François d'Assise. Alors, il ne s'agit pas de faire un truc à nouveau spiritualiste, romantique, sur le vœu de pauvreté, de ceci, le vœu de cela. C'est juste pour dire, les 3 dernières années, moi j'irai les 4, parce que les Gilets jaunes ont vraiment été prophétiques là-dessus. J'ai très vite compris ce qui se passait, alors je n'ai pas pu participer comme je voulais, parce que j'avais mes propres problèmes, disons, médicaux. Il faut penser autrement ces histoires de pauvreté, de richesse. On n'est absolument pas condamné à cet accélérationnisme technologique. Alors, la conférence qu'on avait faite ensemble à Brive, c'était ça une des conclusions, c'est qu'il y a encore 3 ans, on pouvait se poser la question, débattre, la technologie, il y a du pour, il y a du contre, je suis pour, je suis technocritique, mais il faut l'utiliser avec ça. Non, l'accélérationnisme technologique à tout prix, c'est absolument pas désirable. Là, j'ai relu pour les besoins de mon travail le livre d'un immense penseur que vous connaissez tous, Klaus Schwab. C'est son livre le plus intéressant, c'est la 4e révolution industrielle. C'est celle où il y a plus de renseignements, beaucoup plus intéressants que The Great Reset. Et alors son dernier, personne n'en a parlé, tellement c'est nul, c'est le grand récit. Voilà. Et c'est touchant l'aveu d'échec. C'est-à-dire qu'il dit les 3 autres révolutions industrielles ont déjà échoué. Il est presque anarcho-primitiviste. Anarcho-primitiviste, c'est des penseurs qui pensent qu'il faut revenir aux conditions de vie du paléolithique. Voilà. On était mieux à l'époque. Et ça s'argumente, ça se défend. Mais Klaus Schwab, il dit, à l'heure actuelle, il y a 1 milliard, 700 000 personnes, 500 millions de personnes au monde qui n'ont pas l'électricité. Est-ce qu'elles ont mal? Est-ce qu'une tribu amazonienne ou en Nouvelle-Guinée va mal? Est-ce que des pays pauvres, vous êtes sûr qu'ils seront malheureux? Le pays là dont je parlais, moi je vois les gens dans la rue, c'est plutôt l'air d'aller beaucoup mieux qu'ici. Les fous, les malheureux, les pauvres au fond, les misérables, j'ai l'impression qu'ils sont souvent ici. Je ne veux pas caricaturer, rien n'est aussi simple. La philosophie est là pour apprendre à penser juste différemment. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Je suis très touché par le discours de Vincent sur la question de cette mesure, de cette optimisation de l'éducation, de la compétence. Parcoursup, qu'est-ce que tu vas faire?
pour revenir à la question morale et la question de l'amour. Et puis aussi par ce que tu dis, Mehdi, sur cette question de l'éducation sexuelle qui vient effectivement effectuer un franchissement. Un franchissement que je vais essayer de vous montrer en parlant de quelqu'un qui s'appelle Jérémy Bentham, qui a écrit un livre où il raconte un lieu où tout le monde se verrait tout le temps, où tous les murs seraient des vitres, où l'ensemble de chaque personne, à chaque endroit, pourrait à chaque instant savoir ce que fait l'autre, être en contact, relié, plus séparé, jamais. Il n'y aurait plus de frontières. Et il appelle ça le panopticon. Pan, tout, opticon, je vois tout le temps. Et pour Jérémy Bentham, le panopticon, c'est quoi? La meilleure des prisons. Ça va nous faire réfléchir, parce qu'aujourd'hui, des gens mettent sur Internet leurs derniers scanners, leurs dernières émotions, etc. Il n'y a plus de place pour l'intime. L'intime. Le missionnaire dans le noir le samedi soir. Voilà, ça c'est l'intime, c'est son rituel. Chacun le sien. Vous savez, Carabin, hein, c'est une blague de Carabin, quoi. Je ne veux pas choquer, excusez-moi. Mais pour vous dire que ça c'est intime. Il n'y a pas à rentrer dans la chambre des parents. Il n'y a pas. On a besoin d'espace intime. Nos enfants ont besoin d'espace intime. Et c'est un des problèmes des tablettes et de la technologie, c'est qu'elle vient s'immiscer, elle vient rentrer derrière leur nom et qu'elles sont des technologies interstitielles. Elles viennent ramper comme des serpents à travers tous les espaces que vous leur laissez libres. Pour ceux qui ont un compte Gmail, essayez donc de vous en débarrasser. Waouh! Il va falloir les vider le drive, hein. Il va falloir les sélectionner les mails. Hein. Moi je peux vous dire, j'en ai 45 000 en attente. Et je ne peux pas me débarrasser de cette saloperie de cancer. Nous sommes tous envahis de cancers interstitiels, technologiques, qui sont des pactes avec le diable, détruisant l'intime. C'est la condition du totalitarisme que de détruire l'intime. On évoque souvent la question avec Vincent, avec Mehdi, avec tous ensemble, hein, du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est total, c'est à tous les endroits de votre vie. Vous pouvez commander à bouffer, vous prenez votre place pour ici, il faut un QR code et l'avoir précommandé, etc. Toute votre interaction avec le réel subit une intermédiation. Quelqu'un se met entre vous et le réel en permanence. Pour acheter à bouffer, pour apprendre une connaissance, pour poser une question à la noosphère, Wikipédia. Il y a un penseur qui s'appelle Armut Rosa, et qui parle de la question de l'accélération, de la vitesse, de cette slow life peut-être un peu plus désirable que l'archi-speed life dans laquelle on est. Et qui propose cette idée qu'une partie du bonheur, et on en revient à la philosophie des Grecs démonistes, hein, peut-être que le bonheur est quelque chose d'intéressant à essayer de concevoir, d'appréhender, peut-être que des concepts aussi simples que la liberté, la vérité, on pourrait se mettre à retravailler dessus. Aujourd'hui, c'est quoi la liberté? D'avoir un pass pour aller au resto. Il y a des gens qui ont dit ça, hein, quand même. Imaginez le niveau de perversion dans lequel on est tombé. Je suis à nouveau libre grâce à ma vaccination. On est rentré dans mon cœur de manière interstitielle, on a violé mon intimité pour avoir accès à une liberté surveillée, conditionnelle, avec bracelet électronique. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus, sur des concepts extrêmement simples avec les enfants. Si on les tire, vous parlez de la vérité, vous parlez de la liberté, vous parlez de concepts philosophiques qui sont des questions de base, hein, vous avez 4 heures, quoi. Et où il n'y a pas besoin d'inventer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute une tradition philosophique de ces 50 dernières années a consisté à être du commentaire, du commentaire, du commentaire, du commentaire, du commentaire de l'œuvre de Heidegger, de Kant, etc. Avec des gens comme Derrida, tout ça. Et je fais tourner en rond des spirales, des espèces de volutes montgolfières qui partent et qui n'ont plus aucun rapport avec les textes anciens. Mais vous avez déjà les présocratiques hein, qui ont réfléchi à la question de la liberté, de la matière, etc., du changement, de l'impermanence. Une de nos missions dans cette phase transitionnelle chaotique dans laquelle nous rentrons est de transmettre la connaissance. Les ordres monastiques, à la fin de la Rome antique, ont été ceux qui ont permis d'être des leviers de régénération de la civilisation. Rome s'effondre.
c'est la décadence. Les ordres monastiques ont les deux pieds dans la terre. À 5 h du mat, ils se mettent à pêcher pour faire à bouffer des légumes. Et ils ouvrent leur table dans un modèle non marchand. Ils ne vendent rien. Tu demandes l'hospitalité, tu l'as, par défaut. La deuxième chose qu'ils font, ils copient. Vous êtes tous allés dans des monastères où il y a des énormes cheminées, on vous dit, bon, ils tremblaient de froid, copiaient, ils faisaient des fautes d'orthographe, des contresens souvent, sur leur traduction. Et on fera des contresens sur les savoirs anciens, mais c'est pas grave. On transmet les savoirs sumériens, égyptiens, arabes, grecs, antiques. Aujourd'hui, ces savoirs sont éteints. Le savoir par défaut, c'est Wikipédia, qui n'est que de la propagande. Donc il y a ce travail-là qui, à mon sens, est extrêmement utile, de se dire à quel endroit je pourrais incarner cet idéal monastique, à la fois très matériel, à la fois très spirituel, enraciné, bêchant la terre, priant, la tête dans les étoiles, ouvrant ma table et renonçant au modèle marchand, mercantile, de réification de l'ensemble du réel, pour qu'il soit vendu comme une marchandise. Et où je peux transmettre une connaissance ancienne. Donc moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'inventer des nouvelles pédagogies, hein, tout a déjà été dit. Par contre il y a besoin de bosser. Et la règle bénédictine, c'est pas la règle exactement, mais c'est vrai, elle a été résumée comme ça, c'est ora et labora, prie et travail. Bon ben moi je pense qu'on a un vrai travail, nous, à faire pour recréer les conditions de l'intime pour l'enfant, de la transmission de savoir, d'un enracinement dans la terre, la tête dans les étoiles, au contact du passé et permettant de rêver l'avenir avec espérance. Les peuples traditionnels sont parfois obligés d'aller à la quintessence de leur savoir. Qu'est-ce qui fait un Kogi, qu'est-ce qui fait un Arwakos, un Shipibo-Konibo, un Cri, un Inuit, etc. Et je pense qu'on a amené à faire la même chose. Alors Georges Gurvitch nous avait déjà prévenu, c'est un sociologue allemand, il avait dit une société c'est le pont, la collectivité et la porte, l'intimité. On ne s'est pas méfié, puisque finalement, on a laissé la porte s'ouvrir, la domotique, l'informatique est rentrée dans nos vies. Effectivement, le spectre, maintenant, on est en train de s'interroger si on ne devrait pas avoir un code pour savoir qui est en train de regarder l'ordinateur, pour éviter, évidemment, pour vous sécuriser. Et je pense que dans tout écroulement de civilisation, il y a un travail à faire. Qu'est-ce qui fait la quintessence de l'Europe ? Il n'y a pas une Europe culturelle, c'est un échec, on voit bien. Il n'y a pas une littérature qui émerge de l'Europe. Donc c'est à nous de faire ce travail, et je pense que chacun dans sa discipline doit essayer de voir qu'est-ce qui fait la quintessence de mon pays, qu'est-ce qui fait qu'on est une terre de philosophes, qu'est-ce qu'on doit garder de notre philosophie, de notre pédagogie, etc. Et ce génocide nous avait prévenu, puisque, vous savez de quoi il parlait, lorsqu'un territoire est occupé, la population occupée doit maintenir en souterrain ce qui fait sa culture, ses contes, ses conteurs, sa littérature, sa cuisine, des choses qui peuvent paraître futiles, la façon de s'habiller, ses chansons, etc. Parce que quand l'envahisseur s'en va, il ne reste plus rien. Donc attention, parce que effectivement c'est ce que la Grèce a su faire, et elle a refécondé d'une certaine façon différemment Rome. Rome avait un sérieux complexe d'infériorité vis-à-vis des Grecs au niveau philosophique, au niveau médical. Et c'est peut-être le travail qu'on doit faire, c'est un travail salutaire. Et quand une ethnie est menacée de disparaître, eh bien, il y a une quintessence qui se fait naturellement. Et je pense qu'il est bon, quel que soit ce qui se passe, de pouvoir le faire. Bravo. Très court pour rebondir sur ce que dit, après je vous repasse la parole, mais j'ai de la famille qui est pied noir. Et on en est à la 3e génération, quoi. La 3e génération a plus l'accent que les premiers. Ils parlent encore du village et du pays. Ils maintiennent. Et aujourd'hui, toutes les diasporas
sont les noyaux qui gardent la culture. Les Arméniens, à côté de chez moi, avec qui je suis très copain, ils connaissent par cœur l'histoire du Moyen-Orient, l'écriture de la Bible, etc. Qu'est-ce qu'a fait tel ou tel grand roi, etc. Et c'est intéressant d'imaginer que nous sommes une diaspora au milieu de l'impérium américain qui a tout détruit. Juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure et ouvrir une perspective philosophique avec Giorgio Agamben, qui je pense un penseur de philosophie politique extrêmement important et qui nous invite au désœuvrement. Le désœuvrement, c'est un concept philosophique très particulier chez Agamben. Vous allez voir, il y a des liens, je pense, très importants avec notamment sans doute l'éducation des enfants. Mais alors, le désœuvrement, c'est pas l'inactivité. Il faut vraiment distinguer les deux, et ce qui fait que quand vous semblez avoir des enfants désœuvrés devant vous, c'est pas forcément dire qu'ils sont inactifs. Et c'est, je pense, un concept important pour essayer de comprendre et d'aller vers une éducation désirable et d'arrêter d'avoir peur. Qu'est-ce que c'est que le désœuvrement chez Agamben? C'est l'idée qu'on va soustraire aux gestes justement leur fonction économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la société, et souvent dans l'éducation des enfants, on veut remplir le temps des enfants de manière utile. C'est-à-dire faire en sorte que tout ce qu'ils fassent puisse être converti ensuite quelque part en utilité économique. Il ne faut pas qu'ils soient sur les écrans, il faut qu'ils lisent des livres parce que sinon ils auront une mauvaise note à leur dissertation. S'ils ont une mauvaise note, ils ne passeront pas là où ils veulent. S'ils ne pensent pas là où ils veulent, ils en parlent, enfin qu'ils veulent, ils n'ont pas les moyens matériels de vivre effectivement. Ce que nous dit Agamben, c'était magnifique parce qu'on a fait, avant-hier, on était à Sainte pour la 100e, et j'ai proposé à Tristan Dielman, justement, qui est chorégraphe, de nous faire une chorégraphie parce que il y avait eu ce texte magnifique d'Agamben sur le désœuvrement. Et le désœuvrement des gestes, c'est faire en sorte que la chorégraphie, la danse, n'ait pas de signification économique. C'est faire en sorte qu'on ne soit pas tous des charlots dans les temps modernes, où les seuls gestes qu'on ait sont des gestes qui ont une utilité économique. Et la danse n'a pas d'utilité économique. Et ce que nous dit Agamben, c'est que quand on fait une fête et quand on ne mange pas pour se nourrir. On enlève à la nourriture sa fonction effectivement biologique pour être juste dans le partage. Et il dit qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce que c'est? C'est le désœuvrement du langage. On fait ChatGPT. ChatGPT ne fait que du langage pour donner une information, pour donner un raisonnement, pour qu'on puisse comprendre quelque chose, pour transmettre quelque chose d'utile. La poésie, c'est profondément inutile. C'est le désœuvrement du langage. C'est pour ça que c'est important. Parce qu'on ne peut pas faire des choses juste parce qu'elles sont utiles. On les fait pour autre chose, pour partager autre chose. Et si dans l'éducation on ne fait pas place au désœuvrement, on entraîne juste nos enfants avec des Charlie Chaplin. Et il faut considérer que le désœuvrement a sa place dans l'éducation. Il faut soustraire les activités à leur utilité. Si vous leur faites juste des jeux de société, parce que c'est des jeux mathématiques, le bridge, l'échec, j'y suis passé, ça ne servira à rien. Vous allez, l'enfant va être frustré, il n'est jamais assez bon, il n'est jamais assez, etc. Moi, mon gamin, on a inscrit au club d'échecs de Marseille, il restait vachement fier, on a eu des champions du monde, machin, etc. Il fait des cours. Et il n'a pas ce désœuvrement où, tiens, on va jouer pour rire. On va bouger les pièces n'importe comment, on s'en fout, c'est juste pour se marrer. Il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit effectivement... Les cartes, c'est génial, on avait dit. C'est le calcul des probabilités. Et à la fin, ce qui compte quand vous jouez au bridge, c'est juste que vous allez faire un repas marrant avec les copains, puis vous allez raconter des conneries que vous avez vues à la table, et c'est ça qui va vous faire marrer, c'est pas le fait que vous ayez calculé les probabilités. Et donc, dans l'éducation et dans la vie en général, il faut qu'on prenne au sérieux ce concept justement des œuvrements, parce que sinon on est juste des machines à calculer et à produire effectivement de la richesse. Et c'est ça qu'on veut nous faire croire. On veut nous faire croire qu'on est une machine à produire de la richesse. C'est pour ça qu'on rend la consommation désirable. C'est pour rendre la production juste tolérable. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas consubstantiel à l'être humain et il faut laisser place au désœuvrement. Voilà, merci. Je vais finir ces interventions. Je pense qu'il y a aussi peut-être la dimension du temps. Il y a eu beaucoup de parents
pendant le confinement, qui ont aimé le confinement, parce qu'ils ont retrouvé le temps d'avoir le temps. On vit aujourd'hui dans une société où la femme, notamment, doit travailler tout en rentrant chez elle, faire la cuisine, s'occuper des enfants. Et si elle faillit, notamment à l'éducation des enfants, c'est une mauvaise mère. Si elle ne cuisine pas, c'est une mauvaise mère, etc. Il y a cette notion de performance, en fait, qui a envahi notre quotidien. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que les parents reprennent leur souveraineté. Chaque chose a son temps. Voilà. On a le temps de tout faire, et s'il n'y a pas le temps de tout faire, il ne faut pas que les personnes se culpabilisent, parce qu'un parent culpabilisé, c'est aussi un enfant quelque part triste. Ça induit forcément, en tout cas, une culpabilité aussi chez l'enfant. Donc j'ai pas de morale, moi, à dire, je suis personne pour dire les parents doivent faire ceci, doivent faire cela, etc. Mais simplement, on leur donne le pouvoir qu'on veut bien leur donner à ces preneurs de décision sans scrupules. Il faut que chacun agisse avec son cœur, par amour. Et voilà, je finirai sur ce message. Merci. J'ai souvent parlé d'un concept grec qui s'appelle l'akrasie, akrasia. C'est quoi ce truc-là? Akrasia, c'est l'idée que je sais quelle est la vertu, et je pratique le vice. Je sais que je ne dois pas fumer, pourtant je fume. Je sais que ça donne un cancer, que pourtant. Et l'insuffisance de la volonté. C'est-à-dire que tout ça n'est pas qu'une affaire de volonté. Ça n'est pas qu'une affaire de décision individuelle face à la vie. Il y a autre chose. Et c'est très bien souligné par les gens qui s'occupent d'addictologie. Arrêtez de boire, arrêtez une mauvaise habitude, parce que cette habitude a un rôle, elle fait partie de la réalité ritualisée dont je vous parlais tout à l'heure, rassurante. Même si elle est toxique, même si elle est perverse, cette habitude est là. Comment vaincre cette insuffisance de la volonté? J'ai beau savoir que c'est difficile, que les écrans sont toxiques pour les enfants, pour mes enfants, pour d'abord moi-même, avant même de vouloir changer quoi que ce soit chez l'autre, est-ce que mon travail intérieur peut commencer? Donc avant même de vouloir éduquer les enfants, est-ce que les enfants ne sont pas nos petits maîtres en permanence en train de questionner, de montrer nos failles, nos limites, et d'essayer de nous retourner sur nous-mêmes? Et on se défend, on dit « Ah, tu ne dois pas faire ça, tu mets tes règles. » Mais pourquoi tu mets tes règles? Parce que... Ouais. Et on finit dans la violence, dans l'autorité brutale. Alors même que, oui, peut-être cette règle est questionnable, ou on finit dans la psychologisation éternelle oui, alors vous devrez mettre un sens à cette règle, quelle est son optimisation, etc. Alors comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes des êtres de lien, des êtres de relation, des êtres d'amour, des êtres de partage. Tout seul, vous ne pouvez rien. Par contre, ensemble, nous sommes extrêmement puissants. Et c'est ce qu'on fait en addictologie. On met les gens dépendants ensemble pour qu'ils discutent, pour qu'ils puissent déjà dire leur souffrance. Quelle place est-ce qu'on laisse aux enfants pour qu'ils puissent dire leur souffrance? Quelle place on laisse aux vaccinés avec des effets secondaires pour qu'ils puissent dire leur souffrance? Quelle place on laisse à tous ceux qui pensent qu'il y a un problème à dire leur souffrance? Aucune. Et donc elle est obligée de prendre sa place de manière violente. Donc il y a cette question de créer des espaces d'accueil, d'écoute empathique déjà de ces enfants. Il y a des livres intéressants sur le sujet qui utilisent des techniques, mais la technique, bon, c'est qu'une technique, mais qui parlent de cette question de comment est-ce qu'on peut écouter les enfants. Notamment les travaux de Faber et Masrich qui aident à ça. Et je crois qu'on a besoin d'écouter les jeunes, on parle des jeunes, on parle des enfants, mais on ne sait peut-être pas exactement ce qu'ils vivent, leurs peurs, leurs difficultés, des choses comme ça. Donc pour moi, il y a à créer ces espaces-là, à accepter que peut-être ils viennent eux-mêmes nous montrer nos propres failles en miroir. Peut-être qu'ils, s'ils sont collés devant les écrans, c'est qu'on y est aussi. S'ils sont tristes, c'est parce qu'on est coupable ou parce qu'on a peur. S'ils ont peur, c'est parce qu'on a peur. Et ça vient nous questionner sur qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui se dégage de nous. On peut passer son temps à culpabiliser un enfant ou à le mettre dans la... Attention, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux.
attention au marchepied, attention au couteau, attention à tel truc. Ou au contraire, essayer de montrer que le monde est merveilleux, que de partout il y a de la beauté, que même à l'intérieur d'un jeu vidéo, même à l'intérieur d'une tablette, il peut y avoir une créativité incroyable, un désœuvrement poétique proprement éblouissant, que même cet objet peut servir à démultiplier. Mon frère a fait une chose étonnante, il a dit « t'auras un téléphone portable à son fils, quand tu sauras le fabriquer. » Ils sont essayés de fabriquer un téléphone portable. Waouh! Quelle fécondité dans leur interrelation à eux, et puis dans leur créativité, dans leur recherche à comprendre les tréfonds secrets de la matière. Parce que lui, il est motivé, il veut le faire son téléphone portable. Peut-être qu'il fera 17 kilos et qu'il sera dans une énorme boîte, mais il en aura un, je peux vous l'assurer. Et ça, j'aime assez cette idée du coin de table. Il y a plein de gens qui parlent du coin de la table, mais dans les philosophes ou les penseurs. Et c'est évidemment ce sur quoi on va se cogner, bing, 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 aérobing, quand on apprend à marcher. Et dans toutes les tables basses, chez les grands-parents, attention. Et pourtant, il faut se cogner à ce coin de table, jusqu'à ce que l'enfant prenne conscience qu'il peut s'appuyer dessus pour se mettre debout. Et dès qu'il est debout, appuyé sur son coin de table, waouh, tout ça à explorer, comme c'est merveilleux. Le petit bébé, le petit enfant qui se met à se mettre debout, vous allez peut-être tous se souvenir, l'air émerveillé qu'il a commencé à arrêter de ramper, à avoir le nez tout le temps collé au sol. Donc la technique elle-même, les tablettes, les trucs ça, peut-être que c'est le coin de table. Et qu'il faut s'appuyer dessus aussi. Bravo. Il y a un écrivain que vous connaissez tous, Nabokov, qui a fait une analyse intéressante. Il a regardé quand l'imaginaire de son pays, la Russie, donc à travers la littérature très forte, Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, déclinait. Et il a décidé de quitter son pays au moment où l'imaginaire, la créativité, l'espace artistique déclinait. Parce qu'il a compris une chose essentielle, c'est que le déclin artistique précède l'écroulement économique. Mais le renouveau artistique, imaginaire, précède le décollement économique. Donc effectivement, il faut relancer l'imaginaire. D'ailleurs, c'est malheureux à dire, on parlait de poésie, Jean Cocteau disait « je ne sais pas à quoi sert la poésie, mais je sais qu'elle est indispensable ». C'est au moment où il y a les pires des dictatures que la poésie est au plus haut. C'est ce que dit Steiner. Et si vous regardez, vous lisez le docteur Givago, d'une aventure sentimentale, c'est la meilleure critique du système totalitaire de l'ex-URSS. Mais c'est passé en douceur, parce qu'on a mis en avant le docteur Givago, l'arabe, toute une histoire sentimentale. Mais si vous regardez vraiment le livre, c'est une critique incroyable du système soviétique. Alors, il faut véritablement sortir les enfants d'un aspect sécuritaire. Ce qu'on voit au niveau des coachs de vie, c'est que les enfants qui ont été amenés à faire des expériences par eux-mêmes font des adultes qui osent entreprendre, qui acceptent l'idée d'échec et la critique. Si vous leur donnez une critique, ils vont vous remercier. Parce que pour eux, tout est l'opportunité pour se construire. Si vous avez des... et donc ça donne une estime haute, stable. Si vous avez des enfants qui ont été élevés avec ce que Carl Rogers appelle l'amour conditionnel. Je t'aime si t'es bon à l'école. Je t'aime si t'es sage, si tu ranges bien ta chambre. Ça donne des adultes qui ont une estime de soi haute, instable, mais qui ont le sentiment d'injustice, qui ont une énergie assez négative de revendication et qui ne supportent pas la critique. Et puis après, vous avez des estimes de soi basses, qui peuvent être instables ou stables. Et donc, si vous êtes trop un enfant, il ne va pas faire son expérience comme la personne qui a été élevée dans une ambiance d'estime haute stable. Et la personne sera toujours persuadée que si on l'aide, elle fera mieux que si elle fait seule. Et ça, les dictatures adorent. Voilà, vous persuadez que vous n'avez pas une bonne estime de vous. Et enfin, si vous avez des parents qui vous vont complètement négliger, sans amour, etc., ça donne des gens qui ont des estimes de soi basses, stables. Et donc l'imaginaire, c'est quelque chose de capital, c'est la force de l'enfant. Et je trouve qu'il y a plein de thérapies qui pourraient être remises en avant. Je pense en particulier le psychodrame de Moreno, puisque j'ai des collègues qui ont fait des psychodrames sur les traumatisés
parmi les enfants du Rwanda, ça marche remarquablement bien. Quand vous parlez de ça à des psychiatres, ils disent oui, mais c'est une vieille thérapie. Les constellations familiales aussi sont des choses qu'il faut relancer, puisqu'on voit que cette crise appuie sur tout un tas de choses qui ne sont pas réglées. Et en privé, je me disais finalement, si j'étais le principe créateur, vous l'appelez comme vous voulez, je voulais forcer l'humanité à aller à l'intérieur de soi, ben j'aurais fait ce plan. Parce que ça nous pousse à aller à l'intérieur de nous. Même le Véran disait, la bonne santé nous fait sortir de chez nous, la maladie nous y ramène. Donc à nous d'aller rechercher à l'intérieur de nous, et la crise est l'opportunité, nos zones d'ombre, nos zones de fragilité pour mettre de la lumière, pas pour en faire une espèce de baume qu'on va en permanence mettre en avant, mais pour s'en libérer. Et en ce sens, si on arrive à ça, merci la crise. Je vais laisser maintenant la parole. On va faire tourner le micro. Je ne sais pas qui est-ce qui va se charger dans la salle. Ce serait l'occasion, là, juste à cet intermédiaire, de faire un big applause pour l'association Enfance et Sourire, tous ces Gilles, ces Maïros, merci pour la chose. Et ce qu'on vient d'entendre tous là, ici, c'était rebâtir, en quelques mots, rebâtir des espaces de ritualisation collective, des lieux sécures. Voilà ce qu'on propose à nos enfants, leur redonner ces espaces de beauté, de philosophie et d'art. Leur redonner aussi à nos enfants le temps, pour leur redonner la vie. Et puis décloisonner les disciplines, recréer quelque chose, des dynamiques pluridisciplinaires, écouter leurs besoins. Mais aussi s'interroger sur la normalisation, repartir du cœur. Essayer de se poser la question, est-ce que l'on veut des enfants normalisés? Donc, s'interroger sur cette question éthique, redonner cet élan amoureux, premier, primitif. Reconnaître que la sexualité ne s'apprend pas, qu'elle est spontanée, qu'elle est cet espace de liberté, de création, d'auto-création, pour restaurer l'intime. Protéger la terre en nous, la culture, ce néopaganisme, et œuvrer au désœuvrement pour cesser d'avoir peur. Et enfin, créer ces espaces d'accueil et d'écoute empathique pour laisser à nos enfants la possibilité de s'exprimer.